Salam alaikum azaflaoun, bonsoir chers téléspectateurs, marhaba bikoum dans cette rétro-info de la semaine. Donc, on a vu début de cette semaine la guerre des États-Unis et Israël contre l'Iran, une onde de choc qui est en train d'embrasser tout le Moyen-Orient et fait payer le prix fort au peuple de la région et au-delà. Derrière les discours de sécurité et les stratégies militaires, ce sont des économies fragiles, des équilibres politiques précaires et des sociétés déjà sous tension qui sont profondément bouleversées. Ce sont encore les peuples qui seront exposés aux conséquences: inflation, instabilité économique, tensions politiques et durcissement des régimes. Elle annonce la possibilité d'un basculement majeur, une nouvelle déflagration dont les répliques pourront traverser tout le Moyen-Orient et atteindre jusqu'aux rives du Maghreb. En Algérie, chez nous, cette perspective agit comme un révélateur brutal des fragilités, des contradictions du système politique. Face à un événement d'une telle ampleur, le pouvoir donne le sentiment d'avancer à tâtons, oscillant entre prudence diplomatique, ambiguïté stratégique et calcul interne. Pourtant, ces tensions diplomatiques, les conséquences économiques et l'instrumentalisation sécuritaire pourraient peser lourdement sur le pays. Plus préoccupé par la préservation de ses équilibres que par l'élaboration d'une vision claire du moment géopolitique, le régime semble surtout redouter les répercussions politiques que pourrait provoquer une telle secousse internationale dans un pays où la légitimité du pouvoir demeure profondément contestée. Cette hésitation n'est pas seulement le signe d'une prudence stratégique, elle traduit aussi la fragilité d'un système politique qui redoute par-dessus tout que les secousses du monde réveillent les fractures internes. Dans ce contexte, chers téléspectateurs, le pouvoir appelle à l'unité nationale et certains partis s'empressent de réclamer un front uni derrière l'État. Mais cette unité qu'on invoque avec gravité ressemble surtout à une injonction au silence. Cet appel intervient précisément au moment où l'espace politique se rétrécit, où la répression s'intensifie et où les voix critiques sont marginalisées, ou réduites même au silence. L'unité nationale est ainsi invoquée non pas comme un projet démocratique partagé, mais comme un mot d'ordre destiné à neutraliser toute contestation, note beaucoup d'observateurs. La guerre devient alors un levier politique. Elle sert à imposer le silence, à délégitimer l'opposition et à présenter toute critique comme une fragilisation de l'État face aux dangers extérieurs. Dans ce jeu dangereux, le régime tente de transformer une crise internationale en outil de consolidation interne. Ce glissement n'a rien d'accidental. Il constitue un des réflexes les plus constants du pouvoir autoritaire, confrontés à leur propre crise de légitimité. Mais l'histoire récente rappelle une évidence claire. Les crises internationales ne suspendent pas les aspirations des peuples. Elles peuvent peut-être retarder les confrontations politiques internes, mais elles ne les effacent jamais. Elles révèlent au contraire la fragilité des systèmes politiques. Elles exposent crûment la nature des régimes et leur tentation permanente de gouverner par la peur, la fermeture et la contrainte. Donc, le sujet du jour, chers téléspectateurs, comme on vient de voir, c'est cette crise, cette guerre américano-israélienne contre contre l'Iran et ses effets sur la région, bien sûr, surtout sur notre pays. J'ai le grand plaisir de recevoir pour cette émission, à partir de Washington, M. Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. C'est Hamid Lelou Zouflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azul, merci pour l'invitation et Sahar Ramadan. Sahar Ramadan, c'est Hamid Lelou. Avec grand plaisir aussi, j'ai à partir de Montréal le militant politique M. Djihad Halimi. Djihad Halimi, marhaba bik, merci beaucoup d'être avec nous. C'est Hamid.
Et à partir de Paris, analyste politique, M. Jamal Gessoum est avec nous avec grand plaisir. C'est Jamal Marhababik, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Cécile, merci pour l'invitation. Le bonjour à vos invités et Sahar Ramadan. Sahar Ramadan, toi et à toute ta famille. Donc je vais commencer par, peut-être avant d'écouter, de voir cette vidéo, j'aimerais bien faire un petit tour de micro avec nos invités pour nous donner d'abord leur analyse, leur point de vue par rapport à cette crise. Je commencerai par M. Hamid Lelou, un directeur de RAN for Democracy en Algérie. C'est Hamid Lelou, si vous me permettez, j'aimerais bien en quelques minutes, parce que ça doit être très vite, puisqu'on aura beaucoup d'autres angles pour on va en discuter. Monsieur Hamid, d'abord votre analyse sur cette guerre, cette situation et les conséquences sur cette nouvelle ordre mondial dont tout le monde parle. Vous savez, le monde du Moyen-Orient, le monde arabe, le monde musulman, ça bouge depuis des années déjà. Et on voit année après année des crises, des guerres. Ça a commencé déjà réellement dans les années 80 avec l'arrivée de Khomeini, et puis on a vu la première guerre du Golfe, la deuxième, on a vu la guerre entre l'Irak et l'Iran. Donc c'est toute une série d'événements qui se chevauchent parce qu'ils sont reliés entre eux. Jusqu'à maintenant, l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier n'ont pas été touchés de manière directe. On a eu des répercussions économiques, certes, on a eu des peurs. Et encore, on a des peurs, et j'espère que ça restera à ce stade et que les crises se géreront en dehors de notre domaine géographique. On verra la suite et on discutera justement durant ce débat. Justement, on verra la suite. Monsieur Djed Halemi, qu'est-ce que vous en pensez? Un nouvel ordre mondial, un nouvel désordre mondial, c'est quoi votre analyse? Moi, je pense que l'entité sioniste, ils ont construit l'une des armées les plus fortes au monde. C'est pas juste pour le territoire de la Palestine. Ils veulent imposer leur domination sur toute la région. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, c'est un épisode dans toute une série pour arriver à ses fins. C'est triste, mais en tant que citoyen algérien, je dois juste dénoncer cette violation du droit international qui n'a pas commencé juste cette semaine. Là, ça a commencé avec des embargos. Ça fait plusieurs années, c'est leur modus operandi. C'est ça, ils étouffent les nations, puis par la suite, ils les attaquent quand ils deviennent vulnérables. Très bien. Monsieur Jamal Gessoum, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre analyse de la situation générale et surtout dans la région du Moyen-Orient? Disons que je pense que la refonte, en tout cas les cartes sont constamment redébattues au Proche-Moyen-Orient, à l'international en général, mais j'aimerais juste mettre en exergue, en évidence, ce qui me paraît être la leçon la plus importante depuis le début de ce conflit entre les Américains, les sionistes et l'Iran, c'est que les stratégies militaires, les points de vue militaires que nous connaissions à travers les pays à forte densité je dirais, armées, les plus grandes puissances, les États-Unis et bien d'autres, c'est que les jeux ont carrément changé. Nous ne sommes plus à des guerres dites de conventionnelles, mais nous sommes plus sur des guerres de stratégie. Et preuve en est, c'est que les États-Unis sont en train de couler un petit peu face à l'Iran, qui elle n'est pas une grande puissance. Et donc la guerre d'usure, les stratégies nouvelles, c'est la leçon à tirer de ce conflit. Et on voit bien que l'Iran s'est préparé à cela depuis de nombreuses années. Donc, il ne suffit pas d'être une grande puissance, il ne suffit pas non plus d'avoir la dissuasion nucléaire pour gagner une guerre. Les choses ont bien évolué et bien changé. Très bien. De toute façon, on va suivre les événements. Il y aura sûrement du nouveau dans les jours qui vont suivre. Donc, revenons à nos moutons, si je peux dire. C'est ce qui concerne les Algériens et la position, bien sûr, officielle de l'Algérie. Juste les premières heures après l'attaque, il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui a demandé à l'apaisement, qui a demandé un dialogue entre toutes les parties. On va voir cet infographe. On a essayé de résumer un petit peu ce qui est dit dans ce communiqué. Je reviens à vous.
La diplomatie algérienne appelle toutes les parties à la retenue et au sens des responsabilités après l'attaque israélo-américaine contre l'Iran. Le bref communiqué du ministère est paru quelques heures après l'attaque contre Téhéran avec une grande prudence. Il a utilisé des termes inhabituels par rapport aux positions traditionnelles de l'Algérie face aux guerres menées contre ses alliés. Le texte exprime l'inquiétude et appelle toutes les parties à éviter d'aggraver l'insécurité et l'instabilité dans le Golfe. L'Algérie a exprimé sa profonde inquiétude face à ce qu'elle qualifie des escalades militaires aux conséquences imprévisibles après l'échec des médiations. Des négociations qui, selon la diplomatie, avaient suscité de grands espoirs pour une solution pacifique entre l'Iran et les États-Unis. Cette prudence diplomatique s'est aussi traduite par un traitement médiatique très réservé. Contrairement aux médias mondiaux, la guerre n'a pas dominé les journaux et médias algériens. Monsieur Hamid Lelouchi, je vais commencer avec vous, si vous me permettez. C'est quoi votre avis par rapport à cette position algérienne? On parle de pragmatisme, les réalités du terrain, voilà, on n'est pas assez fort que ça, ou d'autres parlent d'un recul, d'une ambiguïté, d'une peur de la colère des États-Unis. Donc on ne pouvait pas prendre position par rapport à notre allié, hein, parce que l'Iran, bien sûr, plusieurs fois, on a même Tebboune l'a dit plusieurs fois que c'est un allié. C'est quoi votre position, M. Hamid Lelouchi? Vous connaissez déjà ma position vis-à-vis de ce régime de police politique. Il y a deux situations. Il y a une situation d'avant-guerre ou d'avant-crise où le régime s'est senti à l'aise pour s'exprimer par rapport à ces soi-disant ces lignes politiques, soutien des oppressés contre la violence, alliés, amis avec certaines parties, dénoncer le sionisme, dénoncer... ça, c'était en temps, entre guillemets, de paix. Maintenant, il a réalisé, le même régime, que les choses sont beaucoup plus sérieuses et là, le temps a changé et tant mieux. Tant mieux, on ne demande pas à ce régime de faire des fanfaronnades et de montrer qu'il est aussi fort qu'il prétend. Il ne l'est pas, et tant mieux. Moi, je trouve cette réaction raisonnée, plutôt profil bas, c'est la meilleure des choses à faire. Et il ne l'a pas fait par choix, il l'a fait par des contraintes. Maintenant, mon problème, c'est qu'il faut comprendre que dans toutes les crises, il y a contexte et il y a prétexte. Le contexte est toujours créé par ceux qui veulent l'utiliser pour faire des actions ou des contre-actions. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Personnellement, j'ai jamais prêté attention à ce que ce pseudo-président dit, parce qu'une marionnette n'a aucune valeur. Mais revenons aux choses sérieuses, comme vous l'avez dit. Tant que c'était une époque où il n'y avait pas de guerre, ils pouvaient parler aux Algériens, ils pouvaient mentir, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, ça n'avait aucune conséquence. Par contre, la dernière déclaration où, soi-disant, il était avec des ambassadeurs arabes, où il dit que ceux qui vous touchent ne touchera et que s'il y a un malheur qui vous arrive, on sera à vos côtés. Ça, c'est très, très grave. Ça, j'ai trouvé que c'était un abus de langage qui pourrait, au conditionnel, avoir des conséquences graves. Justement, monsieur Lelouchi, on va écouter Tebboune, puisqu'il a vraiment dit comme quoi il va protéger, hein, si je peux dire, le TCP de Moyen-Orient. On va l'écouter. J'en viens à vous, c'est بالنسبة للخليج بصفة عامة، بالنسبة للخليج أنا في دفاع عليهم، اللي يمسهم يمسنا، اللي يمس الكويت ولا اللي يمس قطر ولا اللي يمس السعودية ولا كأنه مسنا احنا ما نقبل. Vous pouvez continuer, monsieur Lelouchi, c'est juste pour confirmer ce que vous avez dit. Absolument. Et c'est l'événement pour moi, en ce qui concerne l'Algérie, c'est l'événement le plus important. Tout le reste est, je dirais, normal. Pourquoi justement ce passage est très important?
parce que ces mêmes pays pourraient, au conditionnel, revenir et dire chiche, on va vous prendre au mot. Maintenant, nous faisons partie de ce conflit, il y a une escalade et nous avons besoin d'avions, nous avons besoin de soldats algériens. Vous avez proposé de nous aider, maintenant allez-y. Mettez vos paroles à l'acte, joignez vos paroles à l'acte. Et ça, c'est très, très grave. Ça, c'est à mes yeux, c'est l'acte le plus grave que cet individu. J'ai jamais, jamais commenté ce qu'il dit parce que c'est pas du tout important. Mais là, ça induit quelque chose par rapport à l'Algérie. Je trouve cette déclaration très, très grave. Monsieur Halimi Tebboune, il a eu des contacts téléphoniques avec plusieurs dirigeants de la région. Hein. On va écouter d'abord avec qui il a eu des contacts téléphoniques et j'en reviens à vous, monsieur Halimi. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. بداية أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير محمد بن سلمان. أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سمو أمير دولة قطر الشقيقة. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع أخيه عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. Monsieur Halimi, pratiquement, il a appelé tous les pays, tous les responsables, les dirigeants des pays touchés, à part, bien sûr, un seul pays, les Émirats arabes unis. Il n'a pas eu de contact. Donc, j'aimerais d'abord écouter votre avis sur ce point. Et puis, en appelant ces pays, est-ce que l'Algérie, elle se retrouve dans une ambiguïté? Un allié, l'Iran, qui attaque ces pays arabes, l'Iran qui est attaqué par Israël et les États-Unis. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a eu la position qu'il faut? Premièrement, en tant qu'Algérien, ça nous attriste de voir que l'Iran bombarde des pays arabes, des gens musulmans avec lesquels on partage les mêmes valeurs. C'est pas juste la même religion. C'est des gens qui essayent de défendre le peuple palestinien de façon différente, de degrés différents. Ça nous attriste profondément, c'est sûr. Mais là, effectivement, il a pris un côté. C'est simple, ils ont fait le calcul. Tous les pays ont fait ce calcul-là. Même ici au Canada, on a offert le même genre de discours aux pays du Golfe. C'est des pays extrêmement riches, c'est des pays qui peuvent donner une poussée aux investissements étrangers, donc desquels on peut bénéficier en tant qu'Algérie, en tant que Canada et en tant que d'autres pays. Puis en plus de ça, on connaît la balance du pouvoir. On sait que les États-Unis et l'entité sioniste, ils sont extrêmement forts et les probabilités que l'Iran soit gagnant de cette confrontation est vraiment pas très élevée. Donc, on essaie de se positionner sur le côté qui va sortir gagnant. Je pense que la politique de l'Algérie présentement se traduit, je peux le dire, b'derja, c'est parce que effectivement, on sort de l'ordre mondial qui fonctionnait selon les règles du droit international. Maintenant, c'est la loi du plus fort. Et effectivement, je suis d'accord que nous n'avons pas la force nécessaire pour affronter cette période-là. Mais ce qui m'attriste en tant qu'Algérien, c'est que le discours politique à l'interne dit que nous, l'Algérie, on est une force régionale de frappe. On ne cesse de répéter ce discours-là, alors qu'on voit que, selon le discours du régime actuel, on ne l'est pas. Donc, il faut arrêter de faire ça. Il faut dire à la population qu'on n'est pas si fort que ça. En fait, on est plus faible que fort. Et ainsi, on va reconnaître le problème et on va espérer commencer à travailler sur ce problème-là. Je pense, comme l'a dit votre invité tantôt, cette guerre-là est une leçon pour nous. Il faut observer, il faut apprendre, il faut se poser les questions. Est-ce qu'on est capable de survivre au même embargo qu'a subi l'Iran pendant combien de temps? Moi, ma réponse,
est non. Et on ne peut pas durer longtemps parce qu'on est extrêmement dépendant sur les hydrocarbures. Deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a la capacité de faire du mal à quelqu'un qui veut nous agresser? Est-ce qu'on est capable de leur livrer des frappes douloureuses sur une certaine longue période de temps? Et ça, la réponse encore, c'est non. Donc, encore une fois, ça m'attriste de voir ça. Je pense que la position, c'est une position pragmatique, mais il faut cesser de faire ce double discours-là à l'intérieur et à l'extérieur. Puis concernant la déclaration de Tebboune qu'on va être avec eux, premièrement, il ne peut pas être avec eux militairement parce que selon la constitution de notre pays, notre armée ne peut pas dépasser nos frontières. Vous pensez que, avant de parler de la Constitution, vous pensez qu'il était sérieux en disant comme quoi elle va protéger les pays arabes ou les pays du Golfe? Comme il était sérieux avec la construction des hôpitaux à Gaza. C'est ça, il a parlé de construire des hôpitaux à Gaza dès que la frontière s'ouvre. Il a fait plein de paroles, mais en tout cas, il y a des contraintes. Puis en Algérie, tu sais, j'espère juste qu'on soit capable de défendre nos vastes frontières. Mais encore une fois... Justement, on va revenir à ces menaces, à cette menace qui nous guette, et si jamais il y a vraiment une menace. Monsieur Jamal Ghassoum, je reviens à vous. D'abord, je vais écouter ce que Tebboune avait dit devant le président iranien, le défunt président iranien quand il était en visite en Algérie. On va écouter Tebboune. لقاؤنا اليوم يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه وقد تطرقنا فيه إلى العلاقات الثنائية بصورة عامة مع فخامة الرئيس وتباحثنا حول السبل الكفيلة لترقيتها. وأود في هذه المناسبة أن أجدد لفخامة الرئيس عزمنا على بذل الجهود الجادة من أجل الرقي بتعاوننا إلى المستوى الذي يعكس بحق الإرادة السياسية المشتركة. Ça, c'était la déclaration de M. Tebboune, comme quoi l'Iran c'est un allié, l'Iran c'est un partenaire économique et politique, l'Iran c'est un ami, hein, c'est un pays ami. Au moment où, après cette agression, on a vu le communiqué de mise à étrangère, cette ambiguïté dans les positions. M. Jamal Ghassoum, j'aimerais bien écouter un des présidents de la région, Erdogan. Il a osé au moins présenter ses condoléances aux Iraniens après la mort de leur guide. On va écouter Erdogan ce qu'il avait dit sur ce sujet. J'en viens à vous, M. Jamal. Merhum Hamenei başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, İran halkına, ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Si Jamal Ghassoum, vous avez compris pourquoi on n'a même pas osé présenter les condoléances après la mort de ce guide iranien. Et comment vous pensez que c'est une position forte, courageuse qui démontre notre position mondiale, puisque Tebboune n'arrête pas de dire, de confirmer comme qu'on est une puissance, que tout le monde reconnaît notre puissance. Mais quelle malhonnêteté! Vous nous diffusez, je ne parle pas de vous, hein, des propos de M. Erdogan qui est raham à Khamenei et qui, depuis 15 ans, 20 ans, soutient les Israéliens dans le massacre des Palestiniens. Et vous venez me poser cela en exemple en disant, regardez, lui, il a eu le courage de présenter ses condoléances. Mais quelle malhonnêteté, c'est incroyable. Je reviens maintenant sur votre question. Donc, ce n'est pas le bon exemple. Je n'ai jamais fait confiance aux Turcs en ce qui concerne non seulement les relations internationales, mais encore moins sur les relations internes en Algérie. Très bien, bien sûr, ça reste votre position, M. Jamal Ghassoum. Revenons maintenant à la position algérienne. Est-ce que vous pensez que c'est une position courageuse par rapport à nos relations d'amitié entre l'Iran et l'Algérie? Non, c'est-à-dire que ce que vous appelez, vous, prudence, l'Algérie a été prudente, etc., ce n'est pas une question de prudence, c'est que l'Algérie, de tout temps,
a su, surtout dans les années 70, jouer un rôle de médiateur dans beaucoup d'opérations internationales, et qu'elle se réserve le droit jusqu'à aujourd'hui de pouvoir, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, mais de pouvoir jouer un rôle de médiateur. Elle n'a pas pris de position non plus en ce qui concerne le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et Dieu sait que l'Algérie est bien plus proche de l'Iran que les États-Unis ou de la Russie que pour l'Ukraine, et pourtant elle n'a pas pris de position. Cette vue occidentale que vous avez, vous, aussi bien vos invités aussi, hein, le point de vue absolument occidental qui est de dire que lorsqu'il se passe quelque chose, il faut absolument condamner. C'est un point de vue purement occidental. L'Algérie se réserve le droit d'agir, et ce n'est pas un signe de faiblesse. Permettez-moi aussi d'adresser un petit message à C. Hamid Lelou, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, donc je lui passe le bonjour en lui disant que plus qu'un point de vue occidental, C. Hamid, vous vous lancez dans une politique fiction qui me fait dire que vous avez visiblement oublié, cher ami, que vous étiez algérien, à moins que vous l'ayez oublié définitivement. Ce qui ne me poserait pas de problème en soi, c'est que lorsque vous faites de la politique fiction en disant le président Tebboune a dit que nous sommes avec nos frères qataris, saoudiens, etc., et que si ces pays demandaient à l'Algérie de fournir en armes et en soldats, chiche, c'est ce que vous avez dit, chiche. Juste, cher ami, visiblement, j'ai l'impression que vous n'êtes plus algérien, vous n'avez plus cette conception et cette ADN d'algérien. Monsieur Jamal Ghassoum, ça devient maintenant une coutume. Non, parce que... On distribue les nationalités à ceux algériens, tu parles algérien. Oui, parce que franchement, quand on fait de la politique fiction... C'est une étape à vraiment dépasser. Oui, mais quand on fait de la politique fiction, il faut que ce soit une vraie fiction. Or, on sait que l'Algérie, et ça a été rappelé par votre autre invité, que je connais d'ailleurs, et que je salue, j'ai oublié votre nom, ça a été rappelé par votre invité que non seulement la doctrine algérienne, mais la Constitution interdit d'intervenir en dehors du territoire national. Donc, c'est bien de faire de la politique fiction. C'est bien d'émettre. C'était beau qu'il a bien dit, M. Jamal Ghassoum, il a bien dit comme on va protéger le pays. C'est lui-même qui l'a dit devant les... Protéger en respectant notre Constitution. Et de la même manière que l'Algérie, et jusqu'à aujourd'hui, le président Tebboune également, est solidaire avec l'Iran, même si elle ne le dit pas de la manière la plus claire. Je vais vous dire une chose. Le seul conflit à l'international où l'Algérie a une position très claire et qui ne souffre d'aucune ambiguïté ou de prudence, comme vous le dites, c'est sur la question palestinienne. Et vous savez pourquoi elle n'a aucune ambiguïté et qu'elle prend parti fait et cause pour les Palestiniens? C'est parce qu'elle est opposée à une entité avec laquelle elle refuse de discuter, et en l'occurrence l'entité sioniste. Là, pour l'Iran, c'est autre chose. Elle discute avec l'Iran autant qu'elle discute avec les Américains. Mais cette prudence, elle ne l'a pas, comme vous dites, avec l'entité sioniste, parce que nous avons une doctrine, nous, Algériens, c'est de ne jamais discuter avec l'entité sioniste, et donc elle peut couper le fil au rasoir du beurre très facilement. Donc ça n'était pas une attaque sur Hamid Lelou, mais je lui dis simplement, si vous avez oublié d'être algérien, n'oubliez pas sa doctrine. Puisque je ne peux pas laisser passer ce que M. Jamal Ghassoum encore a dit, sauf que je te donnerai la parole. Vous pensez ce que vous voulez. Ouais. Oui, bien sûr, vous dites ce que vous voulez et vous passez la parole à qui vous voulez. C'est mon avis. Merci, et absolument. Je me donner. Hamid Lelou. Vous savez, ce genre de réaction, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, prenons point par point. En ce qui concerne la Turquie, je suis d'accord avec Si Jamal. La Turquie... elle a des positions équivalentes, d'autant plus qu'elle a des relations diplomatiques, elle fait même du commerce, elle vend même des armes et des choses à Israël. Donc leur position, pour moi, elle est caduque, elle n'a aucune importance parce qu'ils jouent sur plusieurs côtés. Oui, comme vous l'avez dit, c'est pas à Jamel de dire si je suis algérien ou pas, mais à quel culot, quel culot, hein.
c'est lui. Moi, au moins, je crache pas dans la soupe qui me nourrit. Mais Hamid, le revient à la position algérienne parce que je vais l'exemple de je vais Erdogan. répondre sur la position algérienne. Je m'excuse, monsieur Hamid. Moi, tout le monde le sait. Un mot, monsieur Hamid, pourquoi on a choisi Erdogan? Parce que juste, c'est pas pour parler de ses positions. Non, mais je ne critique pas votre exemple. Pour expliquer comme quoi il y a eu des positions qu'au moins avec la mort absolument. Mais Jamel Gessoum a raison de dire que la Turquie n'est pas un bel exemple parce que la Turquie, elle a des relations diplomatiques, elle a des échanges commerciaux, elle a même un partenariat militaire, même c'est un membre permanent et total de l'OTAN. Donc, je comprends ce que peut-être toutes ces positions, et puis il faut dire une chose, la Turquie c'est une grande nation, c'est une nation qui est très développée économiquement, militairement, ils n'ont pas l'arme nucléaire certes, mais à part ça, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ils ont cette souveraineté et ils se sentent capables de dire certaines choses que les régimes arabes, tout entiers, n'ont pas la possibilité de faire ou de dire. C'est tout à fait normal. Maintenant, moi, ce qui m'a chagriné dans cette déclaration, comme je l'ai dit, je n'ai jamais, au grand jamais, commenté quoi que ce soit venant de cet énergumène. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un président, ça ne m'intéresse pas. Mais tant qu'il a pris cette casquette de président et de parler au nom de l'Algérie et de dire que nous sommes là pour vous défendre, ne venez pas me dire que nous avons une constitution qui ne peut... D'ailleurs, cette constitution a été amendée. Ce n'est pas vrai. Maintenant l'armée algérienne, dans certaines conditions, pourrait, au conditionnel, intervenir en dehors des frontières algériennes. C'est la constitution de 2022. Donc, il faut revoir aussi votre copie. Donc, moi, ce qui me chagrine dans cette déclaration, c'est d'offrir vos services et de se dire « Ah, c'est juste un mot. » C'est juste un mot. Moi, il aurait dit autre chose, ça ne m'intéresse pas. Mais là, non. Là, c'est la diplomatie. Et la diplomatie, on vous prend à vos mots. Ils peuvent venir et dire, voilà, vous avez proposé, ben allez-y, on va faire. C'est ça la diplomatie. Parce que les gens croient la diplomatie, c'est être gentil, avoir un costume, parler longuement. Les diplomates, ils peuvent être vulgaires, ils peuvent être violents, ils peuvent être menaçants, ils peuvent être voyous. La diplomatie, ça ne veut pas dire être bien, ça ne veut pas dire être nice. Non, la diplomatie, c'est justement, je parlais de contexte et de prétexte. Et là, il a créé un contexte. C'est lui-même qui a créé un contexte. C'est une débilité politique. Vous créez un contexte, vous lancez une perche. Ben, les gens peuvent l'apprendre. Et vous pensez peut-être que c'est un message interne plutôt, son discours par rapport à protéger les pays? Tant que c'était interne, moi, ça ne me dérangeait pas. Mais là, vous vous adressez à la communauté internationale, en particulier aux pays du Golfe. Vous avez un groupe d'ambassadeurs et vous leur adressez, ça n'a rien d'interne. Ça s'adresse à ses frères arabes et il leur dit, voilà, on est là pour vous aider. Si un malheur qui vous arrive, c'est notre malheur et on en fera partie. Monsieur Djed Halimi, je ne dis pas que l'Algérie va s'immiscer dans ça parce que après tout, c'est des paroles, c'est pas lui qui décide. Mais dans la diplomatie, c'est une déclaration très très grave. C'est jamais peut-être est-ce qu'ils vont prendre au sérieux déjà ces paroles, parce que c'est pas la première fois que des paroles pareilles viennent du président, même de la... Mais là, on est en temps de crise. On est en temps de crise, des choses très très sérieuses et très très graves. Moi, j'ai dit la meilleure position, profil bas. Profil bas, il n'y a pas de honte à avoir un profil bas. Et même ça, Dieu sait si on est protégé ou pas. Très bien, monsieur. Parce que tout ça, ce sont les conséquences. Vous savez, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, prétexte et contexte? Les gens ne viennent pas vous envahir comme ça, ils ne viennent pas rentrer chez vous comme ça. Il y a des conditions. Il y a des conditions et les conditions sont créées et en partie, elles sont créées de l'intérieur. Tous ces régimes qui sont attaqués, c'est des régimes faibles, qui se ressemblent, que ce soit l'Iran ou bien les autres pays arabes, y compris l'Algérie, c'est la même chose. Moi, je ne vois aucune différence entre l'Iran et les pays arabes. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes sous les
la bienveillance de certaines puissances que vous allez le rester toute votre vie. La diplomatie, c'est très flexible, c'est très dynamique, c'est selon les événements, ça reste pas juste comme ça. D'ailleurs, il y a des priorités aussi. Très bien, très bien. Monsieur Djed Halimi, si on vient toujours à la position algérienne, parce qu'on a pris la Turquie comme exemple, hein, entre parenthèses, surtout comme l'avait bien mentionné M. Lelou, comme quoi ça montre la position forte de la Turquie ou autres qui peuvent faire des déclarations qui peuvent fâcher peut-être Trump ou Israël ou les puissances occidentaux. Malgré ça, il peut les dire parce qu'il compte sur son pays, il compte sur son peuple, il compte sur son économie. C'est ça le problème peut-être en Algérie. Maintenant, tout le monde dit comme quand on doit se taire, il va mieux se taire, il va mieux s'effacer parce qu'on n'a pas cette force diplomatique ou militaire pour affronter ces pays occidentaux. On va écouter tout ce qu'il avait dit sur le point de la souveraineté en Algérie, ou souveraineté algérienne plutôt. On va l'écouter, je reviens à vous, M. Halim. الدولة نتاعكم راكم عارفينها اليوم ما عدا القوة الإلهية القاهرة ما فيش قوة في العالم اللي تقدر تضغط على الجزائر اللي يبغى يمشي يشوف ممثلية هنا ولا ممثلية لهيه ولا شرق البحر راه يضيع في وقته الجزائر وصلت اليوم نقطة لا رجوع في الدفاع بشراسة على السيادة نتاعها. Monsieur Djed Halimi, qu'est-ce que vous en pensez? On est fort, on est reconnu mondialement, on a notre souveraineté, personne ne peut nous faire la pression, mais quand on voit cette position, on sent comme quoi l'Algérie est gênée, elle est dans cette ambiguïté qui peut fâcher peut-être les États-Unis. Donc on évite ça par rapport, bien sûr, encore une fois, à la Turquie. Même on peut être contre, on peut être pour, mais cette position de la Turquie montre comme quoi elle peut avoir des positions individuelles, spécialement pour elle. C'est quoi votre avis sur ce point, M. Djed Halim? Encore une fois, c'est un discours complètement vide, destiné à la population locale. C'est un discours populiste. Malheureusement, il y a des exemples qui contredisent ce qu'il dit. Prenons l'exemple de Boualem Sansal. Boualem Sansal, il est libéré, il n'était pas malade, il était en excellente santé grâce à des pressions étrangères. Donc, ça démolit tout son discours. Oui, en tant qu'Algériens, notre souveraineté, notre indépendance, elle est extrêmement importante pour nous, mais c'est sûr que nous avons d'autres points qui sont importants pour nous en tant qu'Algériens. On sort d'une guerre de libération qui a coûté très cher, puis le fait qu'on soutient les peuples qui luttent pour leur indépendance est extrêmement important pour nous. C'est un point sur lequel on est en accord, et la population et le régime. Et je pense que face à ce qui se passe en Iran, on aurait pu au moins présenter nos condoléances. C'est leur symbole, leur leader qui est décédé. Maintenant, c'est un régime autoritaire, c'est un régime qui impose une certaine vision à sa population. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est leur symbole, et c'est un symbole de plus religieux. C'est comme le pape, hein. Nous, on n'est pas une théocratie en Algérie, mais eux, ils ont une structure religieuse. Donc, imaginez, le pape meurt à cause d'une frappe aérienne. Je suis sûr que l'Algérie va se précipiter pour présenter ses condoléances. Donc, on aurait dû faire la même chose. Mais pour comprendre les réactions de notre régime, donc les réactions de l'Algérie, parce qu'elle est contrôlée par le régime, il faut comprendre que chaque action a un coût, à l'interne comme à l'extérieur. Par exemple, pour moi, en tant que citoyen, si je sors dans les rues d'Algérie, en Algérie, scander Yahya Ammi Tebboune, je peux le faire parce que le coût n'est pas très élevé. Mais si je sors scander Jazair Hurra Demokratia, là, je vais réfléchir 1000 fois avant de le faire parce que le coût est extrêmement très élevé. Je peux perdre ma liberté, je peux perdre mon travail, je peux perdre mon droit d'entrer et de sortir au pays. Donc, chaque chose, chaque action a un coût. C'est exactement la même chose à l'étranger. Quand on présente notre offre d'aide aux pays du Golfe, ça n'a pas un coût très élevé parce qu'on est dans le camp des États-Unis, l'entité sioniste, pays du Golfe qui sont très riches, donc les pays
États-Unis, Israël qui sont très puissants, surtout dans les airs. Donc le coût n'est pas très élevé. Mais si on offre la même aide à l'Iran, là, il va y avoir des conséquences, et c'est des conséquences qui vont toucher l'économie, qui vont toucher le cercle géopolitique de l'Algérie. Peut-être qu'il va y avoir des pressions du côté de nos voisins marocains, donc surtout leur régime, le Makhzen, parce qu'ils sont présents là. Donc, il y a un coût à tout, puis on a opté pour l'option la moins coûteuse, parce qu'il faut garder un profil bas, malheureusement. Une question sur ces contacts de M. Tebboune avec les dirigeants des pays du Moyen-Orient, à l'exception de l'Émirat arabe unis. Vous avez compris ce qui s'est passé. On a évité de contacter les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, on sait que c'est le bras arabe de l'entité sioniste. Ils ont fait beaucoup de tort à différents pays. Mais vous comprendrez, M. Djihad Halimi, ces bombes, ils touchent des Émiratis, la population, le pays lui-même, comme l'Arabie Saoudite, comme le Bahreïn aussi, qui a quand même des relations avec l'État israélien. Est-ce que vous avez compris pourquoi on a évité de contacter Israël? C'est plutôt les Émirats arabes unis, c'est justifié? On est des Algériens, ceux qui nous font du mal, malheureusement, on leur offre pas nos condoléances. Puis le pire, c'est qu'on se contente de ce qui leur arrive, malheureusement. Monsieur Jamal, un point sur ton avis sur ce point. Est-ce que c'était justifié? Est-ce que c'était rejla, si je peux dire, en derja, de ne pas appeler un pays comme les Émirats arabes unis qui est aussi touché par ces bombardements iraniens? Alors, j'ai deux accords très rapides. Un avec Hamid Lellou, lorsqu'il dit que la diplomatie, ça n'est plus l'époque de la convenance et de la politesse. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'en est plus à cette époque. Et un accord aussi avec Jed Halimi qui dit, et là, c'est vraiment regrettable, que l'Algérie n'ait pas présenté ses condoléances. Et je veux dire que quelle que soit la personne, on est en relation avec elle, et même si on n'était pas en relation avec elle, lorsque même le roi du Maroc mourra, on présentera nos condoléances. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait pour l'Iran? Je trouve ça tout à fait regrettable. Et bon, je regrette que le président Tebboune n'ait pas fait ce minimum requis. Parce qu'ils ont peur de la réaction des États-Unis d'Israël, c'est compréhensible. On n'a pas à voir non, quand il s'agit de condoléances et des choses comme ça, il n'y a aucune limite à avoir de ce point de vue. Et d'ailleurs, je ne suis pas toujours en accord avec le président Tebboune, même très rarement. D'ailleurs, si le bonheur vous en touche, vous pouvez aller sur mon compte Facebook et vous avez encore la photo de 2024 où je dis Tebboune non à un second mandat. Ça, c'est en 2024. Donc, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Là, je suis en désaccord. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous me posez la question sur les Émirats arabes unis. Très franchement, j'approuve la position de l'État algérien, pas de régime. Je ne connais pas le régime, sinon on va être vatcher pour maigrir ou grossir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la position. On n'a même pas nommé ce pays. Et ce pays, ça, c'est une évidence. Et simplement, on leur a fait un boulevard à l'époque de Bouteflika, on leur a fait un boulevard avec des contrats mirobolants en achetant des armes fabriquées par l'entité sioniste et qui sont retrouvées en Algérie. Bref, je suis tout à fait d'accord pour ne pas les citer. Pourtant, monsieur Jamal, il y a beaucoup de critiques par rapport à cette position, en disant que les Émirats arabes unis, avant tout, malgré tout, il reste un pays musulman, un pays arabe. Non, c'est pas il a une agression parce que ce n'est pas le régime qui est touché, c'est la population, c'est les Émiratis. C'est pour ça, peut-être, on ne peut pas avoir une diplomatie comme Halimi l'avait dit. D'accord, c'est pas une question de politique. Parce qu'on ne peut pas avoir une diplomatie de Nif, Rujla, Irtijalia. Non, c'est une diplomatie, un pays qui est agressé, un pays qui est quand même, au moins, un message de soutien. Je ne sais pas si c'est faisable ou c'est, comme vous l'avez dit, il le mérite. Non, ce qu'a fait le président, ce qu'a fait le président Tebboune, c'est dans la vidéo que vous avez diffusée, c'est qu'il a dit avoir appelé tel et un tel. Il n'a pas dit avoir appelé les Émirats, ce qui n'empêche pas
peut avoir de la compassion pour les Émiratis. Et donc, de ce point de vue, vous avez aussi remarqué que lorsqu'il y a eu des catastrophes naturelles au Maroc, malgré qu'il n'y a pas de relations diplomatiques, l'État algérien a présenté non seulement ses condoléances au roi du Maroc pour le peuple, mais il a aussi proposé son aide avec la protection civile, parce que nous avons une protection civile qui est classée 18e mondiale. Et donc, l'Algérie, de ce point de vue, aurait très bien pu proposer une aide aux Émiratis, de la même manière qu'elle l'aura fait pour les autres pays avec qui on a de très bonnes relations, mais nous savons très bien que les Émiratis, de toute façon, auraient refusé, comme le Maroc l'a fait. Donc, ça ne servait pas à rien, pas à grand-chose. Mais en tout cas, oui, notre rahamou pour les victimes émiraties, marocaines, quand il y a des catastrophes, l'Algérie, de ce point de vue, a une qualité humaine qui est assez exceptionnelle. Donc, le président Tebboune a une position qui reflète la position du peuple algérien. Je dirais juste à Jihad Halimi que l'Algérie, croyez-moi, n'a absolument peur de rien. Le peuple algérien, quoi qu'il en soit, malgré que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a pas fait grand-chose, ni pour l'ouverture du champ social, ni pour l'ouverture du champ politique, et encore moins pour l'ouverture du champ médiatique. Et donc il n'a pas fait grand-chose en 6 ans, il faut le dire, et il faut être tout à fait clair, mais le peuple algérien, je dis bien le peuple algérien, sera derrière l'Algérie, quoi que soient les menaces qui soient faites. C'est une évidence, évidemment, pour les Algériens. Juste une dernière chose, et j'en terminerai là. Je dirais qu'à Hamid Lelou, tout à l'heure, je n'ai pas qualifié son algérianité. Je n'ai pas dit qu'il était algérien ou il n'était pas algérien. J'ai dit juste, n'oubliez pas que vous êtes algérien, ce qui a une nuance tout à fait importante. Je ne vais pas remettre en question son algérianité et encore moins celle de ses parents et de ses grands-parents. Super. Merci pour cette clarification parce que c'était important. On avait compris autre chose, mais c'est super. Merci Jamal Gessoum. Même si je reviens sur la protection civile, le classement de la protection civile, vous êtes en France, c'est bien que ce classement, il a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de... c'était étonnant d'avoir notre protection civile au classement de la 10e mondialement, mais on va revenir peut-être dans nos émissions dans les jours suivants, prochains. Monsieur Jamal, Monsieur Hamid Lelou, je reviens à vous avant de finir avec la première partie de notre émission. J'aimerais bien écouter Boudoun, secrétaire national ou président de l'URND, qui parlait des principes, nos principes et l'intérêt du peuple algérien. On va l'écouter. Je reviens à vous, Monsieur Lelou. نقول أيضا أنه ما يحدث هو درس لنا جميعا، هو درس لنا جميعا، ونحن نقول في الجزائر أنه إحنا عند المبادئ تاعنا، لكن أيضا إحنا أول شيء يحركنا هي مصلحة الشعب الجزائري. إحنا مصلحة الشعب الجزائري هي أول شيء يحركنا، مصلحة هذه الأمة. C'est Hamid Lelou, il a parlé de عندنا مبادئ ولكن on a des principes comme par exemple défendre le droit international, défendre les peuples agressés, ولكن l'intérêt du peuple algérien primo, il est en avant, si je peux dire, en avant de tout. Vous avez compris quoi exactement? C'est ça la politique maintenant de l'Algérie. On oublie nos principes. On s'intéresse aux intérêts entre parenthèses du peuple algérien. C'est ça la diplomatie algérienne en ce moment avec ces crises. Bon, ben, ça relève un petit peu du réalisme, mais de toute façon, ils le savent. Ils peuvent toujours fanfaronner quand ils peuvent, parce qu'on était en temps de paix, entre guillemets, et là, ils voient la crise frapper à la porte. C'est tout à fait normal qu'ils adaptent leur langage. Mais il y a une chose, il y a une réalité que le peuple algérien, peut-être parce que cette crise, elle n'est pas si loin que de nous, hein, on est concerné de près ou de loin. Je pense que la question qui taraude les esprits algériens, compris le mien, est-ce que l'Algérie sera la prochaine cible? Et c'est légitime de se poser cette question. Mais je pense que, à mon humble avis, je pense que j'ai une réponse à celle-là. Je dis non. Pourquoi je dis non? Et c'est pour ça que ces discours-là de cette pseudo-opposition, les Baltagia qui mettent
en scène. Ils essayent de faire peur au peuple algérien. Il faut suivre notre direction. Nous sommes sereins, ils sont sérieux, ils savent où ils nous mènent. Je dis que non parce que le régime s'est déjà aplati. Il répond à toutes les injonctions et tous les désirata de ces puissances occidentales. Donc, ils peuvent essayer de cacher le soleil avec le tamis, hein, le Shams Belrabel, mais la réalité, elle est différente. Ce qui se dit à la télévision par ce pseudo-président et ce qui se fait sur le terrain, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Donc, est-ce que l'Algérie sera la prochaine cible? Absolument pas. Justement, ces puissances-là, elles ne vont pas intervenir pour le plaisir d'intervenir. Mais justement, cette analyse, M. Lelo, vous la gardez si vous voulez pour la deuxième partie, puisque vous venez de faire la transition. On va essayer d'en discuter, surtout sur ce forum interne et ces menaces directes sur l'Algérie dans notre deuxième partie. Restez avec nous, on revient.